Bonjour à tous. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir venir ici avec Peter Utz parce que nous formons une équipe depuis de très longues années, en fait, je pense presque 20 ans, même plus. Voilà, dans l'effort avec les éditions Zoé de faire connaître en français des textes de Walser qui ne font pas partie, si vous voulez, des romans canoniques publiés depuis très longtemps chez Gallimard et bien connus en France, mais à côté de ces romans, chez Walser, la petite forme est extraordinairement importante et c'est presque là qu'il excelle le plus, nous a-t-il toujours semblé. Mais vous imaginez bien que pour publier et pour éditer des textes de ce type, nous ne sommes pas trop à trois pour constituer des ensembles qui fassent sens, qui permettent aussi au lecteur d'entrer dans cette œuvre dans le respect de sa dimension décousue et un peu circonstancielle, un peu contradictoire. Donc c'est chaque petit volume que nous avons publié, ou gros volume aussi, était une aventure pour moi extraordinairement précieuse. Donc c'est avec plaisir que nous mettons cette nouvelle étape dans notre long parcours en venant vous parler aujourd'hui de la traduction de Walser sous l'aspect de trois textes qui correspondent à trois étapes de la vie et de la production littéraire de Walser. Trois textes aussi qui correspondent à trois genres littéraires différents. Donc nous nous sommes dit que c'était peut-être une bonne base pour vous stimuler aussi, vous encourager après à nous poser vos questions. La traduction, c'est quelque chose à mes yeux qui n'est jamais fermé, jamais terminé. Il s'agit toujours aussi d'une réception en route, dynamique en fait des textes. Donc vous allez être partie prenante aujourd'hui de cette vie du texte. Je me réjouis déjà de vous entendre. Trois textes que vous avez reçus et que nous allons examiner l'un après l'autre. Peter Utz vous donnera quelques éléments de leur contexte. On regardera les traductions en les lisant. Et puis, évidemment, à la fin, quand nous aurons parlé de ces trois textes, vous aurez sans doute une bonne demi-heure pour poser vos questions. C'est parti. Voilà, merci et encore et toujours bienvenue ici dans cet atelier, mais c'est un atelier effectivement qui a une très longue histoire et une heureuse histoire donc, entre Marion et moi notamment. Et je peux encore faire preuve, peut-être aujourd'hui directement, comme quoi la traduction m'a tellement appris dans ma compréhension du texte allemand, du texte source. En fait, on pourrait considérer ça comme un détour, mais en fait, c'est un détour heureux et un détour productif de me mettre en fait dans le miroir de la traduction, de mettre ces textes de Walser dans le miroir de traduction et de les découvrir sous un autre aspect. Donc, on en parlait la dernière fois d'une forme de polyphonie qui est inhérent à un texte comme Kleist in Thun. Je pense que ça vaut presque pour tous les textes d'une manière ou d'une autre, que la richesse et aussi peut-être l'interprétabilité d'un texte littéraire se découvre et se décèle se décante d'une certaine manière à travers les différentes traductions. Moi, j'étais toujours parti de l'idée que la traduction nous amène quelque part à une autre compréhension du texte, m'amène à une autre compréhension du texte. Et ma première expérience dans le domaine, c'était effectivement Walser à travers donc, les traductions et les traducteurs, traductrices avec qui je suis aussi lié par amitié. Donc, c'est toujours un bonheur, finalement, un bonheur dédoublé, le bonheur de lire Walser et de le lire encore d'une autre manière. Et c'est de ça on espère de pouvoir vous transmettre un peu de ce bonheur. Et voilà, on se lance directement dans les textes et on commence avec un premier poème, vraiment des premiers poèmes de Walser, peut-être pas un texte très typique ou quelque chose que vous auriez attendu. C'est un poème qui, sous le titre Warum auch, à quoi bon, un poème qui en fait est presque qu'on peut faire remonter à un premier engagement du très jeune Robert Walser. Walser était à 19 ans
commis, c'est-à-dire apprenti, employé de commerce à Zurich, et il faisait ses premiers pas dans la littérature avec des poèmes, et il se proposait à un journal, en fait, une sorte de revue socialiste, assez militante, comme d'une part, il écrivait à ce rédacteur qui était un monsieur Robert Seidel à Zurich, Arbeiterstimme, voix ouvrière, en fait, était sa revue. Et il se proposait d'une part comme commis et d'autre part comme poète. C'est assez révélateur, donc c'était double vocation. Et Seidel ne voulait pas ni de l'un ni de l'autre directement. Il lui a soumis un poème, pas celui-là, un autre poème assez militant, Zukunft, un peu trop optimiste, un peu cliché, qui n'a pas été publié et il n'a pas non plus été retenu comme employé de commerce de cette Arbeiterstimme, il n'en avait pas besoin. Mais donc c'était un peu le début militant de Walser qui se reflète dans ce poème-là, un poème donc qu'il a publié bien plus tard, en 1907, pour une première fois dans une revue allemande. Walser, à l'époque, il est déjà à Berlin. Il fait ses premiers pas dans le domaine littéraire, donc il publie déjà un premier roman paru. Et donc là, il peut placer ce poème, Warum auch, dans une revue dit Opale. Puis, en 1909, il crée un volume qui s'appelle Gedichte. En fait, c'est le volume que nous avons traduit sous le titre, qui est apparu sous le titre Au bureau, d'après le premier poème assez connu, avec les illustrations de Karl Walser. Donc ça, c'est une édition bilingue de 1909. Et puis... 2009. Oui. Nous, on l'a publié en 2009. Oui, pardon, oui, bien sûr, c'est 2009. Exactement 100 ans après. 100 ans après. Oui, ça, c'était encore une. Mais il en fait une réédition en 1919. Donc il y a aussi 3 versions légèrement différentes de ce même poème. Je vais peut-être revenir plus tard là-dessus. Donc c'est un texte un peu programmatique, un peu déclamatoire, vous allez voir. Peut-être pas le plus typique de ce qu'on attendrait du poète Walser, mais peut-être assez intéressant par rapport aux problèmes de traduction qu'il nous pose. Et on vous propose de le lire en allemand et en français, comme ça vous avez aussi, on part encore et toujours de ces sonorités. Je vais d'abord le lire en allemand. Warum auch? Als nun ein solcher klarer Tag hastig wieder kam, sprach voll ruhiger, wahrer Entschlossenheit langsam. Nun soll es anders sein. Ich stürze mich in den Kampf hinein. Ich will gleich so vielen anderen aus der Welt tragen helfen das Leid, will leiden und wandern, bis das Volk befreit. Will nie mehr müde mich niederlegen, es soll etwas geschehen. Da überkam ihn ein Erwägen, ein Schlummer, ach lass doch das. À quoi bon? Cependant qu'un tel jour limpide revenait en hâte, il déclara d'un ton calme, lent et vraiment résolu: maintenant, il faut que ça change. Je me jette au combat. Je veux aider, comme tant d'autres, à ôter le mal de ce monde. Veux souffrir et marcher jusqu'à ce que le peuple soit libre. Ne veux plus jamais fatiguer, m'étendre. Il faut que quelque chose arrive. Là, une hésitation le prit, un assoupissement. Allons, laisse tomber. Voilà. Tu vas peut-être nous donner déjà les premières pistes pour les difficultés que tu as rencontrées, que tu dois affronter en tant que traductrice d'un poème qui n'est pas vraiment un poème, qui est une prose, mais pas vraiment une prose. C'est quoi exactement ce texte? Voilà, c'est un poème qui a à la fois une dimension un peu narrative, on peut dire. Ça retrace une expérience. Le poème retrace une expérience et en même temps, il a des marques typiques d'un poème. Je pense en particulier à la rime.
mais on peut dire aussi toute la musicalité du vers est bien celle d'un poème. Donc l'enjeu pour le traduire, c'était que le lecteur français soit en présence d'un poème aussi. Alors je dirais d'emblée que mon choix, presque partout d'ailleurs dans ces poèmes du premier Walser, et c'était en 2009, donc c'était il y a quelque temps, peut-être que je ferai un peu autrement aujourd'hui, ça a été de ne pas du tout chercher à forcer pour trouver des rimes. Donc je trouvais qu'il y a un tel naturel, si on peut dire, ou une artificialité qui joue sur le naturel, on peut dire quelque chose comme ça, que je trouvais désuet d'introduire des rimes à tout prix. Donc j'ai cherché au fond à susciter plutôt l'impression d'un poème dans l'équilibre des rythmes que dans le retour obstiné de la rime, dans le choix souvent finalement aléatoire aussi de la rime. Donc cela dit, il est arrivé que l'assonance s'impose ou même que quelques rimes s'imposent et je ne les refuse pas. Mais disons, ce n'était pas ma position de traduire ce poème en le faisant rimer. En revanche, j'ai évidemment essayé de suivre le rythme du poème avec les enjambements en particulier. Et en particulier l'enjambement le plus marquant à l'avant-dernier vers. Ce mot « arrive » qui est en début de vers, vous voyez. Donc là, il m'a semblé aussi que dans le poème de Walser, il y avait à l'intérieur même de cette résolution, de cette détermination qui est mise en avant, d'emblée, un certain flottement, une certaine hésitation qu'on sentait et qui peut être traduite dans le rythme du poème. Voilà. Oui, on pourrait presque dire qu'il faut traduire une hésitation, mais il faut aussi traduire une rupture quand même qui est peut-être une forme de mise à distance d'une expérience biographique ou d'un militantisme affiché comme quoi qu'il veut surmonter. Mais je voulais quand même un peu revenir encore à cette question de la rime, parce que le fait de renoncer aux rimes, je pense que ça se justifie d'autant plus que finalement les rimes en allemand ne marchent pas vraiment, ils sont assez... on a des difficultés aussi à lire ce texte, je le sens très bien, parce qu'il a un certain rythme, il prend des rythmes comme ça, c'est comme s'il cherchait un peu des élans qui sont souvent de nouveau qui ne décollent pas vraiment. Et il ne veut pas faire décoller. C'est un discours, comme c'est un discours, disons, de prose, klarer, wahrer. En fait, ça, c'est des rimes qui sont presque un peu stumpf, on dit en allemand. Donc, ils sont trop explicites. Finalement, ils ne font pas une dynamique vers l'avant. Je pense que ça, c'est assez intéressant que l'hésitation, traduire l'hésitation serait un peu le mot-clé. Cette hésitation, le texte prend un élan, mais il n'arrive pas vraiment à décoller. Et ça, pour moi, ça devient audible, en fait, encore plus dans la traduction qui renonce justement à ces rimes. En fait, c'est une décision que je trouve tout à fait cohérente. D'ailleurs, elle évite évidemment aussi passablement de problèmes. Et les rimes en allemand ne sont pas forcément ce qui porte le plus ce texte. Et d'autre part, ils sont un peu... ils tombent aussi un peu dans le plat. Das Leid est befreit. Pour moi, c'est déjà un peu trop affiché. Donc, d'une certaine manière, la traduction libère aussi un peu ce poème de quelque chose qui aurait été une forme que Walser s'est imposée pour pouvoir faire marcher un poème, mais que c'est une forme qui devient très extérieure au texte. Et donc on se libère d'une certaine manière. La traduction peut se libérer de quelque chose qui est de l'intérieur. Oui, tout est dans la question de la définition du poème. Je crois qu'à cette époque-là, pour Walser, c'était un petit peu encore l'époque où il embrassait des formes poétiques traditionnelles. Il cherche des formes de rondeaux, il cherche des rimes batelées avec des sophistications rimées. Et en même temps, on sent très bien que c'est parfois tellement ostentatoire, ou bien alors ici tellement prosaïque,
qu'il y a une sorte de refus en même temps de ces formes éculées qui va être beaucoup plus affirmé dans la dernière période, dans les années 20, donc quand il sera plus émancipé au fond de ces formes-là. Mais il me semble que déjà dans ces poèmes de 1909, on entend cette mise en doute de la forme symboliste, en fait, si on veut, du poème. Aussi au niveau des strophes, par exemple. Il n'y a plus la division en strophes, qui était très habituelle à l'époque. Et puis, il y a cette question de l'enjambement, je pense, qui est beaucoup plus important, finalement, dans ces textes que les rimes. Et notamment cette troisième ligne à la fin, avant la fin, « Es soll etwas geschehen ». Ça, je trouve, c'est vraiment la traduction en forme, en fait, déjà dans le texte source, en allemand, de cette hésitation. C'est ce point d'hésitation qu'il atteint. Et juste, et ça c'est peut-être plutôt une question ou un aspect philologique, en fait, c'est sur ce point-là que Walser a modifié dans les différentes versions du texte le poème. C'est le seul endroit, bon, il y a d'autres petites nuances comme ça, petits détails, mais en fait c'est là, ce point d'hésitation qu'il essaye de modifier, d'exprimer différemment. Je vous lis juste la première version. Là, il est dit encore, donc la version de 1907, « Es muss etwas geschehen ». Es muss etwas geschehen. Donc, il faut que quelque chose arrive, bon, encore plus explicitement, n'est-ce pas? Muss à la place de soll. Et puis, dans la deuxième version de 1909, c'est un peu compliqué pour ces différentes étapes. Il est dit geschehen soll etwas. Geschehen soll etwas, mais sur la même ligne. Et c'est seulement dans cette version-là qui, en fait, ça c'est peut-être un peu malheureux là qu'on a exprimé, c'est la version 19, donc la dernière version qu'on donne ici dans le texte. Et là, c'est là où il introduit justement cette césure, donc c'est soll etwas geschehen. Et je pense que là, on a justement atteint ce point de rupture où en fait le poème bascule et aussi tout le sens bascule, mais c'est aussi un projet de vie qui bascule d'une certaine manière. Et comme tu disais auparavant, hésitation, c'est ton mot. Das Erwägen, en allemand, c'est beaucoup plus, disons, modéré, je dirais. Moi, je préfère le mot hésitation, je préfère l'expression française que tu as donnée, et je pense que c'est effectivement ça ce que Walser cherche à exprimer. Et lui donne une nouvelle forme dans cet enjambement cassé. Vous voyez donc que disons, on en parlait la semaine passée, les traductions peuvent aussi un peu expliciter, disons, un vecteur, une tendance qui est dans l'original. Ils peuvent aller un peu plus loin peut-être, ils vont un peu plus loin peut-être, en connaissant tout l'ensemble du texte, mais justement, ils explicitent aussi une tendance qui est inhérente à l'original. Donc, dans ce sens-là, la traduction est aussi une Fortschrift, je l'ai dit la semaine passée, donc c'est aussi, ça veut dire fortschreiben, donc développer d'une certaine manière. Et là, j'ai une question à toi concernant le premier mot, qui m'a d'abord un peu frappé, mais c'est toi qui vas nous expliquer. Cependant qu'un tel jour. En allemand, als nun, c'est quand même une entrée en matière assez bizarre en allemand que je comprends pas vraiment. Als nun, c'est comme si on arrivait dans un discours, si on débutait avec un discours narratif, als nun etwas, etc. On aurait presque envie de dire le jour ou un tel jour. Voilà. C'est presque le plus naturel. Oui. Mais bon, je crois que j'ai choisi cependant, qui est donc à la fois temporel et à la fois quand même une conjonction d'opposition. Parce que, évidemment, dans un poème, on lit dans tous les sens. On le lit depuis le début jusqu'à la fin, mais on le reprend depuis le début. Donc cette dimension de l'opposition, de la concession était probablement quelque part dans mon esprit. Et je crois aussi que je pouvais difficilement, au point de vue rythmique, choisir quelque chose comme un tel jour limpide. Où je voulais reprendre en fait le départ du poème comme il est en allemand. Als nun ein solcher klarer, cependant qu'un tel jour, il me fallait quelque chose d'un tout petit peu plus consistant que comme ou quand, qui aurait été trop court comme conjonction. Ouais.
Non, ça me donne, en fait, ça m'a d'abord frappé, mais maintenant je comprends mieux, en fait, que finalement, cet esprit presque d'une certaine contradiction interne qui est exprimé par la suite dans tout le poème. On l'a déjà là. Voilà, il est déjà là, en fait, il est déjà pris dans ce premier mot. Je pense, c'est clair, vous avez certainement des observations, des remarques, mais je vous propose quand même de les reporter et puis qu'on fasse quand même un peu le tour d'horizon des autres textes avant de passer aux questions, parce qu'autrement on risque un peu de ça. Alors prenez note, parce que vous pouvez très bien revenir sur ce texte. Je pense qu'on passe au deuxième, donc, qui s'appelle Erinnerung an Hoffmann. Encore une fois, je vous donne encore un petit aperçu du contexte de la production de ce texte. En fait, on est dans la disons, deuxième phase de la vie et de la création de Walser. Walser revient à Bienne, dans sa ville natale en Suisse, avant l'éclatement de la Première Guerre, donc en 1913. Et il se souvient donc dans cette période-là souvent de ce qu'il a vécu à Berlin. Et notamment aussi, et c'est ça le fond biographique de ce texte, d'un séjour d'une part qu'il a fait à Dambrau en Silésie comme serviteur dans un château un peu hanté. C'était en automne 1905. Ils ont fait état d'un autre texte. Et depuis là, il a apparemment assisté à une représentation des contes de Hoffmann à l'Opéra Comique à Berlin. Et là, il était directement concerné parce que les décorations de cette mise en scène étaient faites par son frère Karl Walser, qui était un décorateur de théâtre très célèbre à l'époque, qui était bien plus célèbre que son frère Robert. En fait, c'est Karl qui l'a introduit dans ces milieux littéraires et artistiques de Berlin. Et donc, on a notamment relevé de cette première de conte de Hoffmann à l'Opéra Comique ces décorations de Karl Walser. Donc, c'était vraiment un moment assez, aussi pour l'histoire du théâtre allemand, même important, auquel Robert, son frère, a pu assister. Et bien plus tard, donc ça s'est passé en 1905, bien plus tard, en 1917, en 1916, à Bienne, Walser se souvient de ça. Il publie ce texte, une première version de ce texte, dans un feuilleton littéraire de la Vossische Zeitung, qui est un journal donc, de Berlin, un journal assez important du Reich allemand. Il relate là donc encore un souvenir de quelque chose donc, qui était quand même lié à la culture berlinoise. Donc peut-être qu'il y avait d'autres lecteurs qui pouvaient se souvenir de cette mise en scène. Et puis il a repris ce texte pour un recueil de feuilletons qu'il a constitué lui-même dans la même période, c'est-à-dire en 16-17, qui s'appelle Vie de poète. Et c'est un recueil constitué de lui-même, donc de 25 proses, ou qui suivent un peu aussi, disons, en quelques traits comme ça, la biographie de Walser, des éléments biographiques. Tout en étant biographique, ce texte est évidemment aussi fictionnel. On peut parler d'une forme d'autofiction, au moins de toute cette collection. Et Walser a retravaillé tous les textes pour ce recueil, qui lui a donné un peu une autre forme aussi, ce texte-là. Dans la première version, il est un tout petit peu différent, mais ça c'est des nuances, mais je pourrais y revenir aussi. Mais je pense qu'on vous le lit encore, je pense que c'est quand même à haute voix qu'il résonne. C'est un texte sur la musique, sur un événement, entre autres aussi musical. Erinnerung an Hoffmanns Erzählungen. Ich lebte in der Abgelegenheit ländlicher provinzlicher Stille auf plattem Land, wo Felder und Wälder stumm und still herumliegen, Flächen und Ebenen endlos scheinen, weite, breite Gegenden oft nur wie dünne Streifen sind, ausgedehnte Ländereien ruhig beieinander schlummern.
Braunes, gelbes, rotes Herbstlaub, Nebel, der die winterliche Erde geheimnisvoll einschleierte, große, nasse, dicke Schneeflocken, die in einen morgendunklen Parkhof hinabfielen, einen weißverschneiten Park, ein Winterdorf mit Dorfburschen und Frauen und mit Gänsen auf der Dorfstraße hatte ich gesehen. Eine arme, kranke, von aller Welt verlassene, unglückliche Taglöhnerin hatte ich im jämmerlichen Leidenbett liegen sehen und seufzen hören. Wälder, Hügel, Ebenen, still und wortlos in dumpfem, gedämpftem Wintersonnenglanz, hier und da ein vereinzelter Mensch, ein unbedeutendes kleines Wort, ein einsames Geräusch. Eines Tages fuhr ich aus all dieser Entlegenheit, aus all dieser Stille weg und hinein in den verführerischen Glanz der Hauptstadt, wo ich bald darauf in der komischen Oper Hoffmanns Erzählungen sah. Recht wie ein staunender Bauernbursche kam ich mir inmitten glänzenden Rausches, sinnbetörenden, graziösen Getümmels und versammelter, blendend eleganter Welt vor. Als es nun aber im Hohen Hause still wie in einem von Träumereien und Seeleneinbildungen erfüllten Kämmerchen wurde, Tongewalt und Tonkunst ihren Göttermund öffneten, zu singen und tönen und klingen begannen, zuerst die Ouvertüre, die sich mit hellen und dunklen, frohen und ernsten Melodien in alle Seelen schmeichelte, um sie einengend und von Beengung befreiend mit Himmelsglück zu umstricken, dann von Künstler- und Künstlerinnenlippen weicher, warmer Gesang erschallte, Bilder voll zarter, edler Zauberfarben und Zauberfiguren, Auge und Geschmack entzückend, einander leicht und glücklich ablösten, Musik und Malerei sich auf die schönste Art aller Herzen, Augen und Ohren bemächtigten, alles plötzlich mäuschenstill wurde, dann wieder von neuem wieder tönte, als wenn es nie wieder so schön zu tönen und mit so viel erwünschter, angenehmer Gewalt zu bezwingen aufhören wollen würde, Schmerz und Freudenklänge, um das Abenteuer des Daseins widerzuspiegeln, den Sinn des Lebens zu veranschaulichen, so süß und munter die Tonleiter wie Engelsgestalten an der Himmelsleiter auf und niederstiegen. Oh, da war alles rings um die feuchten, heißen Augen und im Herzen königlich schön und reich. Alles Leben konnte jetzt entweder völlig aufhören oder gänzlich neu beginnen. Welche Gegenwart war das? Tausende von Stunden strömten in diese eine. Ja, das war ein schöner, guter, bedeutender Abend. Ja. Souvenir des contes d'Hoffmann. Je vivais dans la solitude du silence campagnard, provincial, dans un pays plat, où les champs et les bois sont muets et silencieux, où plaines et plateaux semblent infinis, où de vastes et larges contrées ne sont souvent que de minces rayures, où d'immenses domaines sommeillent paisiblement côte à côte. Des feuillages bruns, jaunes, rouges, le brouillard voilant mystérieusement la terre hivernale, de gros flocons de neige mouillés, gonflés, tombant le matin dans une cour encore obscure, un parc blanc de neige, un village en hiver, des garçons et des paysannes et des oies dans la rue du village, voilà ce que j'avais vu. Une pauvre servante misérable, malade, abandonnée de tous, qui soupirait dans son triste lit de douleur, voilà ce que j'avais vu et entendu. Forêts, collines, plaines silencieuses et muettes dans l'éclat mat, assourdi du soleil d'hiver. Ici ou là, un homme isolé, un mot minuscule, insignifiant, un bruit solitaire. Un beau jour, je tournai le dos à toute cette retraite, à tout ce silence, et rejoignis l'éclat séduisant de la capitale, où peu après, je vis les contes d'Hoffmann à l'Opéra Comique. Je me sentais un peu comme un jeune paysan ébahi, au milieu du brillant brouhaha, du gracieux tohu-bohu étourdissant, et de l'assemblée d'une élégance éblouissante. Mais lorsque le silence se fit dans la haute maison, comme dans une chambrette peuplée de rêveries et d'imagination de l'âme, lorsque la violence des sons et l'art de la musique ouvrirent leurs bouches divines, et que cela se mit à chanter, à sonner et à retentir, l'ouverture tout d'abord, qui avec ses mélodies claires et sombres, graves et enjouées, s'insinua dans toutes les âmes, les étreignant et les délivrant de toute limitation
afin de les embobeliner de bonheur céleste, puis qu'éclata aux lèvres des chanteurs et des cantatrices le chant suave, fervent, et que se succédèrent avec aisance, avec bonheur, des images pleines d'un délicat et noble enchantement de personnages et de couleurs, tandis que la musique et la peinture saisissaient de la plus belle manière tous les cœurs, les yeux et les oreilles, quand brusquement tout se tut, puis que la musique reprit, comme si jamais plus elle ne devait cesser de résonner avec une telle magnificence, ni de nous soumettre avec une force aussi délicieuse et désirable. Douleur et accent de joie pour refléter l'aventure d'exister, pour illustrer le sens de la vie, douceur et allégresse des gammes qui montaient et descendaient, tels des anges sur l'échelle du ciel. Oh, quelle beauté alors, quelle richesse royale autour des yeux brûlants, humides et dans les cœurs. Toute vie pouvait entièrement cesser alors, ou bien renaître pour un nouveau commencement. Quelle présence c'était là. Des milliers d'heures se déversaient dans cette heure unique. Oui, ce fut une belle, une bonne, une importante soirée. Voilà un texte qui traduit déjà une expérience musicale, esthétique, un peu un Gesamtkunstwerk, dans le sens que c'est un opéra que vous connaissez, les contes d'Hoffmann, et le texte essaie de donner aux mots, et la traductrice la traduire encore une fois. Et comment? Bon, c'est évidemment, vous avez été sensible, je pense aussi à ces trois parties du texte. Cette première partie qui fait allusion à un pays de silence, vaste, silencieux, un pays probablement très loin aussi des raffinements de la capitale, même si Walser habitait dans un château, c'était quand même la campagne. Et un village extrêmement pauvre dont il a parlé aussi dans d'autres textes. Et moi, je suis extrêmement sensible aussi à ces quelques traits picturaux, on peut dire, qui vous décrivent quelques couleurs, l'ambiance de la neige, cette extraordinaire pauvreté, dénuement de cette campagne, cette pauvre servante, dont Walser parle aussi dans un autre texte d'ailleurs. Donc je crois que cette façon assez sobre de nous dessiner ce paysage contraste énormément avec ce qui va se passer en ville. Donc vous avez la première partie, c'est comme une sorte de témoignage pour moi de ce que Walser a vu et vécu et ressenti dans cette solitude lointaine. Tandis que dans la deuxième partie, ce n'est plus de l'ordre du témoignage individuel, mais on a un vécu collectif avec une tentative de Walser que je trouve prodigieuse. Moi, chaque fois, ce texte me bouleverse, de rendre ce côté énorme, total de l'opéra, avec cette phrase gigantesque, complètement gonflée d'adjectifs, gonflée de phrases secondaires. On ne sait plus très bien non plus quelle partie dépend de quelle autre, etc. Donc cette phrase qui enfle de plus en plus et qui finit par se poser en douceur. Il y a quand même un point-virgule, vous voyez, à peu près à 3 lignes avant la fin de cette description de la musique de l'opéra des contes d'Hoffmann, mais sinon vous n'avez aucune ponctuation. Ensuite, vous avez une dernière partie qui est le commentaire d'un auteur qui est déjà un peu en retrait par rapport au vécu, à ce double vécu, et qui apporte une conclusion qui est déjà un tout petit peu plus d'ordre, je crois, métapoétique presque. C'est déjà un commentaire, si on veut, sur l'expérience esthétique qui est là. Cette expérience esthétique qui nous a fait partager dans les deux premières parties, en fait. Je trouve très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la première partie, parce que je la voyais un peu moins comme étant vraiment une expérience primaire d'une certaine manière. Je voyais plutôt la fonction comme elle donne un cadre, un contraste énorme. En fait, elle permet
d'établir le contraste entre ce paysage silencieux et puis ce qui arrive évidemment dans l'opéra. Mais je trouve d'autant plus convaincant que tu as accentué quand même ce geste-là. En fait, c'est un geste, voilà ce que j'avais vu, voilà ce que j'avais vu et entendu. Ça, c'est quelque chose qui, dans le texte allemand, bien sûr, hatte ich gesehen, hatte ich liegen sehen und seufzen hören. Mais le geste de faire montrer quelque chose qui est une expérience individuelle, tu l'accentues avec ce geste-là, voilà avec cette répétition. Oui, parce que imaginez si... Tu le mets en évidence. Exactement. Mais je me rappelle bien là, d'avoir beaucoup réfléchi parce que c'est quand même une intervention très forte d'ajouter 2 points dans une phrase de Walser. Ces questions de ponctuation sont souvent très délicates. On en parlera peut-être encore après. Mais là, c'est vrai que ce qui me paraissait primordial, c'était d'attendre la fin de la phrase pour dire voilà ce que j'avais vu, parce qu'on a quand même en allemand. Hatte ich gesehen. Il n'a pas dit ich hatte gesehen, wie, etc. Tout à fait, oui. Donc je trouvais que c'était important de le garder en français, je ne voyais pas trop comment faire autrement. Non, c'est effectivement, pour moi, c'est plutôt en fait la traduction fait ressortir un geste, une forme presque de démonstration qui est contenue dans l'original. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose qui me rend attentif à quelque chose que je comprends mieux maintenant avec ta traduction, parce que effectivement, ce qui m'a intéressé plus, c'est clair, c'est en fait cette deuxième partie à couper le souffle et comment elle est construite d'une manière très très complexe aussi au niveau grammatical d'ailleurs, cette énorme phrase qui finalement aboutit encore à un geste, donc le double point Auf und Niedersteigen, oh, da war alles, etc. Donc ça c'est la deuxième partie a aussi un geste démonstratif d'une un peu autre manière et d'un autre type. Mais on peut quand même peut-être aussi encore... Oui, parce que je m'excuse d'intervenir encore, mais ce qui me frappe maintenant, c'est quand même cette façon dans la première partie de mettre en avant, à part le premier Ich, mais après c'est Braunes Herbstlaub, eine arme Kranke. Les phrases commencent toujours par ce qu'il voit, et puis lui-même, comme sujet, vient seulement à la fin, juste par un regard. Tandis que dans la deuxième partie, quand il décrit le mouvement de l'opéra, il disparaît complètement, le sujet, en fait. Bien. Oui, bon, il s'introduit. Je me sentais un peu comme un jeune paysan ébahi, n'est-ce pas? Il s'introduit comme sujet, mais effectivement, après, l'expérience est une expérience, comme tu as dit, une expérience collective. Et tu as d'ailleurs introduit un « nous », donc qui est tout à fait logique, en fait, dans la logique grammaticale aussi du français, ni de nous soumettre avec une force aussi, etc. Donc, ce qui est en allemand par ces formulations de zu, etc., donc ils sont impersonnels, mais ça reflète justement cette expérience collective qui contraste beaucoup avec la première partie. Ce qui pour moi est encore un défi, évidemment, c'est que le texte travaille beaucoup avec des allitérations, des sonorités en allemand. Donc en fait, l'expérience musicale est traduite donc déjà dans le texte allemand, et on pourrait presque dire que c'est un texte beaucoup plus musical que le poème qu'on vient de vous présenter. C'est un texte en prose, mais qui est en soi beaucoup plus poétique, si l'on veut. Et c'est effectivement le défi d'en faire quelque chose, Zauberfarben, Zauberfiguren, Beengung, befreiend, etc., schön, tönen, aufhören, c'est plein de sonorités, jeux d'assonance et d'allitération. Et je pense que l'art de la traductrice est évidemment, et là elle se manifeste donc à redonner une autre forme de sonorité. Ça ne peut pas être la même, mais de la donner aussi, et il y a passablement d'assonance et aussi dans le texte français, délicieuse et désirable, par exemple, des choses comme ça que j'ai... ou même d'embobeliner de bonheur, ça m'a beaucoup plu. Oui, puis moi ça m'a frappé en lisant aussi la 4e ligne au début, où d'immenses domaines sommeil, c'est M qui pour moi suggère bien aussi ce calme très... Voilà, peut-être que c'est moins sonore là, parce qu'il s'agit quand même d'évoquer un silence incroyable au début.
il y a justement ces deux qualités de silence, hein, dont on en parlait tout à l'heure avec Peter, le silence provincial qui est aussi fait de mutisme, et puis le silence de la salle qui sera ce qui se recueille pour accueillir la musique. Mais c'est un texte au fond sur le silence. Mais c'est aussi un texte sur le présent et la présence. Et donc ça, c'est encore peut-être juste pour commenter un petit moment, s'arrêter encore un petit moment sur cette fin, qui est un bilan. Welche Gegenwart war das? Pour moi, il y a aussi une ambiguïté, n'est-ce pas, de rendre présent ce moment. C'est vraiment un moment d'expérience donc musicale, une expérience esthétique totale d'une certaine manière. C'est déjà derrière, évidemment, welche Gegenwart war das? Le texte est titré Erinnerung an. Donc c'est un souvenir de, c'est une mise à distance et d'autre part c'est une présence. Et donc là, la question est welche Gegenwart war das? Présence, présent. Il y a vraiment ces deux significations contenues dans le mot Gegenwart, hein, présence et présent. Est-ce que c'est l'expérience d'une sorte de présent qui dure, un présent tellement total? Il m'a semblé qu'avec présence, on était, bon, peut-être c'est aussi toute notre expérience de la poésie, de la présence, enfin vous connaissez des formes d'existentialisme comme ça, qui m'ont fait choisir plutôt le mot présence. Et puis, quelle présence était là, ça aurait été, je crois, beaucoup plus difficile à comprendre que welche Gegenwart, où il y a quand même cette ambiguïté, mais seulement quand on y réfléchit deux fois. Tandis que présence me semble aussi déboucher sur cette plénitude d'une expérience, d'un présent. Un bedeutender Abend, là encore un problème, un défi bedeutend. Évidemment, il y a plusieurs sens et puis il faut choisir, n'est-ce pas, si c'est important ou plutôt significatif ou autre. Et puis, je pense que tout à fait, c'est vrai, c'est une importante soirée. En fait, c'est comme si Walser devait signer un peu, c'est presque une forme d'allégorie. Et là, il y a la subscriptio, donc on donne le commentaire d'un tableau qu'on a achevé et qu'on éloigne, mais qu'on donne par là même au lecteur. En fait, c'est un geste aussi d'une certaine manière qu'on souligne encore avec « Ja, das war ». C'est d'ailleurs un « Ja » que Walser a ajouté dans la deuxième version de ce texte, donc pour donner ce texte au lecteur, mais aussi pour finalement se détacher aussi d'une certaine manière de cette expérience. Donc ça, maintenant, c'est fait, signé. Voilà, et je pense que c'est sous l'influence de ce « ya » que j'ai choisi le passé simple ici. Oui. Ah oui, on aurait pu, évidemment, c'était une belle, une bonne, une importante soirée, on resterait dans ce temps figé, quelque part, tandis que ce fut une belle, elle est terminée, on passe à autre chose. Mais là, en français, on est obligé de choisir. L'allemand peut laisser ouvert, avec le prétérite, cette expérience, la laisser flotter dans une durée imparfaite, dans l'imparfait, ou bien au contraire, la considérer comme révolue. Non, mais je trouve justement, ça c'est le bon choix que tu as fait. C'est finalement... Pour toi, c'est révolu aussi. Ah oui, et puis ce fut une belle soirée, c'est ça en fait. Oui. Ça tire encore d'une manière un peu plus explicite le trait sur quelque chose qui est achevé, qui est derrière. Voilà. Donc ça, je pense que là, le français a justement cette possibilité. Ça donne aussi un peu presque une qualité un peu littéraire à tout ce qui précède. Donc avec le passé simple, qui n'est pas en fait le langage courant comme ça. Il signe ça comme étant une expérience dans sa forme qu'il lui a donnée. Oui, et puis c'est vrai que les deux imparfaits qui précèdent, c'était quelle présence c'était là, des milliers d'heures se déversaient. On a encore l'effusion, si on veut, de cette expérience. Et puis oui, ce fut une belle, c'est terminé. Donc on a, par le jeu des temps en français, la possibilité d'articuler comme ça l'expérience du passé. Mais on est obligé de le choisir, ce qui est parfois troublant, parce qu'en allemand, on peut garder une sorte de passé indéfinissable qui crée un autre effet.
je regarde l'heure et puis je pense qu'on passe encore à quelque chose de complètement différent. Walser avait toujours écrit aussi des scènes pour un théâtre, voire imaginaire. Donc il y a ces premiers dramollets, comme on les appelle, donc, qui ont paru très tôt, donc avec les premiers poèmes d'ailleurs dans les Insel, Cendrillon, Blanche-Neige et autres, donc des textes qui sont devenus connus par la suite. Et puis il est resté dans cette expérimentation, disons, théâtrale. Il avait toujours été fasciné par le théâtre, acteur manqué qu'il a été. Et il reste et il revient à cette forme d'expression dans la période bernoise. Donc on se trouve en 1925. Donc encore une dizaine d'années plus tard, Walser s'est déplacé à Berne, où son écriture a pris un nouvel envol, et notamment par un système dont il faudrait parler plus longuement, mais qui est maintenant connu sous la chiffre des microgrammes. En fait, c'est des brouillons qu'il a commencé à pratiquer selon nos savoirs à partir de 1924. Donc il a écrit des brouillons dans une écriture absolument miniaturisée sur des bouts de papier qu'il a découpés lui-même. C'était vraiment un atelier très privé qui s'est constitué de cette manière, un atelier d'écriture où il pouvait en fait esquisser tout ce qu'il voulait. Donc c'est un système de brouillon, donc comme tous les écrivains l'ont, mais la particularité c'est effectivement la contrainte du très petit format et du papier et de l'écriture. Et on a d'abord cru que c'était une écriture secrète, ce qui n'est pas le cas. C'est une écriture extrêmement comprimée de l'écriture allemande courante de l'époque. Et donc on a réussi quand même à décrypter ces microgrammes. Et c'est une énorme masse de textes qui a apparu. Ça, nous en connaissons maintenant la grande partie. Et donc c'est sur ces 526 feuillets qui ont été conservés. Donc il y a la masse d'une édition d'à peu près 12 grands volumes qui est contenue là-dedans. Et donc là, dans ces textes, on a découvert aussi de scènes dialoguées que nous avons publiées en partie donc, dans 2 volumes de Zoé, de mini-Zoé. Il y a aussi déjà quelques temps. Donc, et nous avons quand même voulu vous en donner encore un exemple assez troublant qui s'appelle Die Chinesin der Chinese. Il faut dire que le titre de ce texte-là, comme pour bien de ces microgrammes et de l'éditeur, des éditeurs, parce que Walser n'a pas donné de titre à ses esquisses. En fait, c'est seulement une fois qu'il avait mis ces textes au net, et donc il en a fait un choix, il a mis ces textes au net avec la plume, pour pouvoir les envoyer aux éditeurs. Donc une fois ce stade franchi, effectivement, il leur a donné des titres, ou des fois c'est les éditeurs qui ont donné des titres à ces textes. Donc ça c'est une scène dialoguée contenue sur une feuille que nous datons de l'été 1925. Il y a sur cette feuille un nombre de textes. Il y a par exemple un poème qui a été publié dans une revue dans cette même année 25. C'est pourquoi nous savons que le feuillet doit se dater au moins avant. Voilà, et c'est un texte à 2 voix, voire à 3 voix, on le verra. Et on vous propose de le lire également à 2 voix. Et donc, comme il se doit, je vais lire le chinois der Chinese et Marion la chinoise, et je lis aussi les Didaskalie. Hinter einem Gitter eine wegen Untreue in Ehesachen zum Hungertod verurteilte Chinesin. Die Chinesin. Die Leute gehen alle gleichgültig vorbei. Bin ich schon eine Tote? Reichest du mir nicht etwas zu essen? Das täte ich vielleicht ganz gern. Warum tust es nicht, dass du es gern tätest? Wegen der Schmach, wegen der Schande. Ist es eine Unehre, Mitleid zu zeigen? Den Hunger zu stillen? Aber dir ist ja der Hunger von Gesetz wegen zuerkannt.
Wagst du das Gesetz nicht aus Menschenliebe nicht zu achten? Ich hätte wohl Lust, es zu wagen, aber ich habe ebenso viel Lust, zum Gesetz Ja und zum Wagnis Nein zu sagen. Es ist eine gewisse Lust in mir zu beklagen, was mit dir geschieht. Was habe ich davon, dass du mich beklagst? Hilf mir lieber. Dir helfen ist ja ein Verbrechen und ich habe keine Lust, ein Verbrechen zu begehen. Nennst du Zuschauen, wie ich umkomme, etwas Sittliches? So leid es mir tut, dich leiden zu sehen, halte ich es für recht und billig, mich dabei still zu verhalten. Du denkst in deiner Lage natürlich anders. Indes du weiter nichts zu tun hast, als dich in dein Schicksal zu ergeben, was so viel heißt, als dich mit dem Tod zu befreunden, zu welchem du verurteilt worden bist, bin ich von meinem Rechtlichkeitsgefühl abhängig, das mir nicht erlaubt, mich Ungerechtigkeiten hinzugeben. Ich habe Hunger. Ich glaube dir das wohl, du siehst auch danach aus. Dich anzusehen tut mir sehr weh, glaub mir das. Aber warum bist du deinem Gemahl untreu geworden? Er liebte mich nicht. Ich lernte einen kennen, der mich liebte. Das ist sehr einfach. Ich begreife dich. Man sollte zu niemand sagen können, ich begreife dich. Wir sollen womöglich immer unbegreiflich bleiben. Das Unverstandenwerden schützt uns. Du hast recht. Aber nun gedulde dich, die Prüfung wird vorübergehen. Deine Wohlgemeintheit nützt mir nichts. Geh doch zu den Richtern, sage ihnen, wie du mich hier siehst. Sie werden mir erwidern, dass Ihr Beruf darin besteht, keinerlei Nachsicht zu haben. Sie sind erkoren, an die Zweckmäßigkeit Ihrer Urteilssprechung zu glauben. Der Tag ist so schön. Muss ich den Tod dulden, weil ich duldete, dass ich mich im Leben ergötzte? Mach dir keine Gedanken mehr. Ich will diesen Ratschlag zu befolgen suchen. Diese Zufriedenheit gefällt mir. Sie beruhigt mich. Ich bin jetzt sehr ruhig. Du scheinst dich mit deiner Lage versöhnen zu wollen. Es ist unbedingt nötig, dass du Vertrauen zu dir hast. Du hast Hunger, nicht wahr? Ja. Und die Möglichkeit ist dir entnommen, den Hunger zu entfernen. Der Hunger wird so lange um dich sein, solange du lebst. Du musst also zum Hunger in einem Fort gutwillig Ja sagen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Dann will ich es tun. Du wirst es können, denn du musst es. Was man muss, das kann man. Das glaube ich. Ich hätte dich nicht für so gescheit gehalten. Sie. Da du dich über meine Gelehrigkeit freust, so unterstütze mich. Hilf mir. In diesem Fall... Was? So sag's doch. Es ist schwer zu sagen. Dich verlässt deine Geisteskraft. Wenn ich dir zu essen reichen würde, so unterbräche ich die Schule, in die du getreten bist. In was für eine Schule? In die der Gehorsamkeit bis ins Äußerste. Die Chinesin verwelkt den Wahnsinn und ist gerettet. Der Chinese hat vorgezogen, sich vom Gitter zurückzuziehen. Die Chinesin hat die fixe Idee, der Hunger liebkose sie, die sagt, ja, ja. Damit ist natürlich noch nicht alles gesagt. Ich habe den Auftritt grausamer, hohnvoller gestalten wollen, aber ich kann bei einer anderen Gelegenheit Unerweichtheit zeigen. In ungefähr 8 Tagen starb sie. Ihr Geliebter hatte nicht den Mut, sie zu besuchen. Der betrogene Gatte wurde 80 Jahre alt. Die meisten Leute sind ungeheuer brav. Ich habe mir an den vielen Exemplaren ein Beispiel genommen und bin ebenfalls brav geworden. Ich gehe rechtzeitig ins Bett und stehe rechtzeitig auf. Ich glaube, ich bin auf dem Weg, mich der Gesellschaft nützlich zu machen. Glauben Sie nicht, dass ich das imstande bin? In mir leben hochanständige Überzeugungen. Voilà, le même exercice. En français. La Chinoise et le Chinois. Derrière des barreaux, une Chinoise, condamnée à mourir de faim pour infidélité conjugale. Tous les gens passent, indifférents. Suis-je déjà une morte? Ne me donneras-tu rien à manger? Peut-être bien que je le ferai très volontiers. Pourquoi ne le fais-tu pas, puisque tu le ferais volontiers? Ce serait honte et déshonneur.
Est-ce déshonorant d'agir par compassion? D'apaiser la faim? Mais c'est que la loi t'accorde la faim. N'oseras-tu pas ne pas obéir à la loi par humanité? J'ai bien envie d'avoir cette hardiesse, mais j'ai tout aussi envie de dire oui à la loi et non à l'audace. J'éprouve un certain plaisir à déplorer ce qui t'arrive. Mais à quoi peut me servir ta pitié? Aide-moi plutôt. T'aider est un crime, et je n'ai pas la moindre envie de commettre un crime. Contempler mon agonie, tu appelles cela de la moralité? Quelque profonde que soit ma souffrance de te voir souffrir, je considère comme juste et bon de ne pas bouger. Toi, dans ta situation, tu vois les choses autrement, bien entendu. Alors que tu n'as que à te remettre à ton destin, c'est-à-dire prendre en amitié la mort à laquelle tu as été condamné, moi, je dépends de mon sens de la légalité, qui ne m'autorise pas à me laisser aller à des actions illégales. J'ai faim. Je te crois. Tu en as tout l'air. Te regarder me fait vraiment mal. Crois-moi. Mais pourquoi as-tu été infidèle à ton époux? Il ne m'aimait pas. J'en ai rencontré un autre qui m'aimait. C'est tout simple, je te comprends. Jamais on ne devrait pouvoir dire à personne « je te comprends ». Dans la mesure du possible, nous devrions toujours rester insaisissables. Être incompris nous protège. Tu as raison. Mais maintenant, prends patience. L'épreuve passera. Tes bons sentiments ne me sont d'aucune utilité. Va voir les juges. Dis-leur comment tu me vois ici. Ils me répondront que le propre de leur métier, c'est d'ignorer l'indulgence. Ils sont là pour croire à la pertinence de leur jugement. Le jour est si beau. Dois-je accepter la mort parce que je me suis permis de jouir de la vie? Cesse de réfléchir. Je vais essayer de suivre ton conseil. Ces bonnes dispositions me plaisent, me rassurent. Me voici très tranquille à présent. Tu as l'air de vouloir te réconcilier avec ta situation. Il est indispensable que tu aies confiance en toi. Tu as faim, n'est-ce pas? Oui. Et tu ne disposes d'aucun moyen d'éloigner la faim. La faim sera ta compagne aussi longtemps que tu vivras. Tu dois donc accepter la faim de bon cœur, une fois pour toutes. Tu n'as pas d'autre issue. Eh bien, soit, je vais le faire. Tu réussiras car tu le dois. Ce qu'on est obligé de faire, on le peut. J'en suis sûre. Je ne t'aurais pas cru aussi maligne. Tu vois, regarde. Du moment que tu te réjouis de ma vivacité à apprendre, soutiens-moi, aide-moi. Puisque c'est ainsi. Quoi? Dis-le. C'est difficile à dire. Ta force mentale t'abandonne. En t'apportant à manger, j'interromprai l'apprentissage que tu as commencé. Quel apprentissage? Celui de l'obéissance, jusqu'à ta toute dernière extrémité. La chinoise perd la raison et elle est sauvée. Le chinois préfère s'écarter des barreaux. La chinoise en proie à l'idée fixe que la faim la caresse. Oui, oui. Avec cela, bien entendu, tout n'est pas dit. J'aurais voulu pour cette scène davantage de cruauté, davantage de dérision. Mais il sera toujours temps de faire preuve d'implacabilité en quelque autre occasion. Elle est morte en l'espace de 8 jours environ. Son amant n'a pas eu le courage d'aller la voir. Le mari trompé est parvenu à l'âge de 80 ans. Les gens sont pour la plupart d'une gentillesse colossale. J'ai suivi leurs exemples innombrables et moi aussi, je suis devenue gentille. Je me couche tôt et je me lève de bonne heure. J'ai l'impression que je suis en passe de me rendre utile à la société. Vous ne m'en croyez pas capable? Je suis animée par des convictions extraordinairement morales. Voilà. Donc voilà, on est en pleine ambivalence des rapports de force. C'est un des grands thèmes permanents chez Walser, en fait. C'est ces rapports de force, cette bonne foi, mauvaise foi. Voilà. Donc il faut peut-être juste dire que à la base de ces petits livres que j'ai donné là à circuler, qui est revenu déjà, il y avait un projet de Gilberte Tsai de donner sur la scène quelques-uns de ces microgrammes sous forme dialoguée. Donc la traduction répondait aussi aux besoins d'une mise en scène, en quelque sorte, ou d'une mise en voix, qui finalement n'a pas pu se réaliser comme ça. Enfin, mais il y a eu
quand même quelques mises en scène et quelques mises en voix de ces petits textes. Donc, si vous voulez, l'aspect dramatique s'était assez imposé aussi au moment de la traduction, parce que c'est des options sur lesquelles on doit réfléchir quand on traduit, à quel genre littéraire on a affaire, avec certaines contraintes qui peuvent surtout surgir quand il s'agit d'art dramatique. Voilà, que dire ici sur ces textes alors ? Il y a déjà un des défis est un défi assez classique dans la traduction franco-allemande, c'est le problème des répétitions de mots. Et en fait, Walser, vous l'avez bien compris, exagère quand même. Donc en fait, déjà dans le texte allemand, il fait reprendre les mêmes mots, quasiment les mêmes formulations par les deux. C'est d'ailleurs un aspect dont on doit aussi parler un peu, qu'on a l'impression que les paroles n'appartiennent pas vraiment au personnage d'une certaine manière. Ce que les paroles circulent entre les personnages comme ils s'étaient détachés d'eux, c'est toute une étrange forme de non-authenticité de ces personnages qui sont chinois, une chinoise, pas du tout spécifié. Mais la répétition des mots est peut-être le premier symptôme, et peut-être que tu peux commenter ça, parce que par exemple, j'ai révélé donc sur la première page, la première longue réplique du chinois, Ich hätte wohl Lust, es zu wagen, ich habe Lust zum Gesetz, ja, es ist eine gewisse Lust in mir zu beklagen, was mit dir geschieht. Le mot Lust en allemand, c'est déjà en soi un problème pour la traduction. Et là, tu donnes plaisir, envie. Oui, 2 fois envie et 1 fois plaisir. Voilà. Oui. Oui, je pense que je voulais rendre un peu ces 2 nuances du mot Lust. Et puis, les répétitions, il y en a vraiment beaucoup. J'en ai gardé beaucoup. Mais je pense que si j'avais voulu toutes les garder, ça aurait été encore peut-être une intensité de plus. Je ne sais pas, peut-être j'ai eu tort de les remplacer là. Mais c'est clair que quand il y a la possibilité de faire apparaître la polysémie d'un mot, c'est pas mal aussi d'utiliser, je trouve. Parfois, ça m'arrive, quand c'est un mot où l'auteur joue vraiment sur la polysémie, de donner simplement comme un synonyme en fait, les deux traductions possibles, et de rallonger un tout petit peu le texte. Mais là, c'était une possibilité de donner la dimension du plaisir qui n'est pas complètement absente non plus du texte. Hein. Il y a un côté presque érotique dans cette expérience de la fin. Donc je pensais que le mot plaisir était à sa place. Ah oui, tout à fait. Non, c'est effectivement ce rapport au corps qui est en fait propre à la femme, au moins pas propre à l'homme, qui est exprimé aussi dans ce type de plaisir. Mais à part ça, je reviens là-dessus, parce que c'est vrai que par rapport aux 2 premiers textes où il y avait une forme, on pourrait dire, de sincérité ou d'authenticité jouée, et bien sûr très artificielle aussi, parce que c'est vraiment quand même très écrit. Ici, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec l'autobiographie, c'est de la pure fantaisie, de la pure invention, et le discours de ces 2 personnages est complètement artificiel, justement repris sur des fragments de raisonnement plus ou moins philosophicaux, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a quelque chose de tellement artificiel que ils ne sont pas vivants. Ça pourrait être des Chinois, mais ça pourrait être presque des machines, en fait. Oui, d'ailleurs, en fait, dans le microgramme, et je ne vais pas vous le montrer, pouvoir me le montrer maintenant, dans la première ligne, donc la première ligne qui, en fait, est le point de départ du texte, peut-être que Walser l'a concocté à partir de cette première ligne, il est d'abord dit « eine zum Hungertod verurteilte Frau », ce qu'il a tracé, puis écrit Chinesin, donc directement à la ligne. Donc c'est une correction immédiate, comme on dit, Sofortkorrektur. Et puis, donc c'est là où apparaît la chinoise, et puis après, il y a une chinoise. Alors il faut continuer avec un chinois, évidemment, et je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais au moins on a l'impression que c'est effectivement une première idée comme ça, et puis après, le texte part sur ce niveau-là, mais finalement, que ça se joue en Chine, c'est peut-être parce qu'il y a la peine de mort pour adultère. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, si c'est vraiment fondé dans une quelconque réalité. Mais ce qui me frappe encore, c'est, comme
tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est une forme d'abstraction aussi. Et cette abstraction est un défi aussi. Parce qu'en allemand, il y a par exemple le terme comme le Rechtlichkeitsgefühl. Ungerechtigkeit, Rechtlichkeitsgefühl. Ich bin von meinem Rechtlichkeitsgefühl abhängig. Ou bien des complications comme das Unverstandenwerden. Ou bien deine Wohlgemeintheit. Die Wohlgemeintheit, juste dans le même paragraphe. Gelehrigkeit. Et puis aussi dans le commentaire de ce narrateur à la fin, Unerweichtheiten zu zeigen. Unerweichtheit zeigen. C'est un mot qui n'existe pas en allemand, hein, Unerweichtheit. Bien sûr, ça existe une seule fois maintenant ici. Mais c'est donc en fait quelque chose que Walser, au moins dans cette dernière période créative de Berne, il aime en fait. Ces abstractions comme ça, Heit et Keit, qui sont possibles en allemand pour presque tout, mais n'importe quoi, mais qui sont quand même aussi déjà pour le lecteur allemand considérablement étranger. Et puis voilà. Oui, donc c'est vrai que là, dans le dernier paragraphe, la Unerweichheit, j'ai fait aussi un néologisme avec l'implacabilité. Enfin, j'ai utilisé quand même les possibilités en français d'ajouter un suffixe. Dans les traductions des microgrammes, c'est vrai que c'est parfois nécessaire et possible de le faire. Évidemment, ça date d'il y a pas mal d'années, je ne me souviens plus très bien, mais c'est très possible qu'en pensant justement à la mise en scène de ce texte, je n'ai pas retenu l'idée de surcharger de néologismes. Je pense que c'est quand même aussi une différence notoire en français. Le mot en français est quand même assez intangible, on a de la peine à l'affubler de préfixes et de suffixes. Le mot est moins malléable qu'en allemand. Donc, dans un texte qui doit être prononcé à l'oral, c'est encore plus délicat. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé là plutôt des... Mais c'est un peu jargonnant quand même, je crois, le français. En le lisant, je me suis dit... Oh. Non, je pense qu'effectivement, traduire pour la scène, c'est encore autre chose. Donc, c'est traduire pour la scène. Mais ce que je voulais encore discuter avec toi, c'est de ce dernier paragraphe qui change complètement, qui coupe avec tout ce qu'on a. Là, il y a certainement cette implacabilité et ça, mais finalement, c'est un narrateur qui s'adresse à un public directement, à nous, et qui change de tonalité aussi. Et encore, et ça c'est plutôt, disons, un style un peu oral, damit ist natürlich noch nicht alles gesagt. C'est vraiment cette oralité, donc effectivement, directement, il entre en scène, lui aussi, il se met en scène à quelqu'un qui a dit quelque chose, mais qui ne l'a pas encore assez dit. Mais c'est assez, disons, une tonalité familière, comme ça, comment tu la vois? Oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est vrai qu'on pense un peu à une situation d'un battleur qui nous a montré le Hungerkünstler. On parlait du Hungerkünstler de Kafka, qui est tout à fait contemporain, en fait, et à la réalité de ce genre de spectacle qui était donné, apparemment. Et là, on a comme une sorte de décalage, de décrochement avec le personnage qui nous montre ces artistes. Donc, effectivement, avec un autre niveau de langage. Ces artistes qu'on vient de nous montrer, c'est des artistes, des acrobates du langage aussi. Voilà, oui. Tout à fait. Et puis ici même, lui, il se pose comme étant le petit bourgeois avec sa vie tout à fait normale, n'est-ce pas? Ich gehe rechtzeitig ins Bett, stehe rechtzeitig auf. Et ça peut-être vous rappeler de quelque chose de la semaine passée. Vous vous souvenez qu'on a discuté des dernières lignes de Kleist in Thun et de cette étrange normalité de quelqu'un qui s'adresse comme quoi, en fait, à Thun, il y a une Gewerbeausstellung, etc., complètement anodin, complètement banal, et qui aplatit son propre discours qu'il a eu. Donc, au moment où il a fait disparaître Kleist, on retourne à quelque chose de complètement, la banalité plate, d'une certaine manière, une banalité
expressé, donc inventé évidemment aussi, affiché aussi d'une certaine manière, et on a constaté la dernière fois, c'est aussi une banalité quand même ironique qui est signalée comme telle. Donc là, est in tun, et ici, j'ai l'impression qu'on a un peu affaire à ce même geste, au moins, ce même mise à distance de tout ce qu'on a présenté de dramatique, et on se trouve dans le, disons, dans le terrain plat, mais quand même, encore avec une dernière Volt rhétorique, glauben Sie nicht, dass ich das imstande bin. Donc là, c'est vraiment le présentateur comme ça qui s'adresse, encore une question qui nous donne cette dernière, qui nous tend cette dernière perche d'une certaine manière. Et puis après il dit, in mir leben hochanständige Überzeugungen. C'est quand même pour contredire tout ce qui s'est passé auparavant, ce qui est assez cruel, voire pervers, ce qui se joue entre les deux, notamment du côté de l'homme, c'est quand même aussi un exercice assez sadique, bon, on pourrait en parler évidemment. Et là, in mir leben hochanständige Überzeugungen. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle aussi. In mir leben Überzeugungen, c'est comme s'il ne les possédait vraiment pas vraiment, qu'il ne les avait pas vraiment assimilés, hochanständige Überzeugungen. Il les a certainement, on peut en avoir, mais le texte lui-même ne témoigne pas du tout de ça. Et in mir leben Überzeugungen, c'est quand même étrange comme formulation. Marion, tu dis, je suis animé par des convictions extraordinairement morales. Je suis animé par... Oui, oui, c'est clair que c'est une formule toute faite. Hein. Je suis animé des meilleures intentions, en fait, oui, c'est ça. C'est à ça que j'ai pensé, parce que justement, tout ce paragraphe fait preuve d'un esprit extrêmement petit bourgeois dans la correction et qui répond aux besoins de l'égalité du chinois, qui met aussi en avant son extraordinaire discipline, son très grand respect de la légalité, de la loi, de l'honneur, enfin... De la parole donnée. On a l'impression que là, il y a comme une sorte d'effet de miroir entre ce Chinois qui fait un abus de pouvoir colossal au nom de quelque chose de très respectable et de ce battleur qui nous fait voir, lui aussi, avec de très bonnes intentions, cette horrible histoire, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que... Oui, c'est un peu une formulation... J'ai utilisé cette formulation. Formulation salvatrice, un peu comme ça. Il se sauve aussi un peu. Exactement, comme une excuse presque. Voilà. Donc, alors que peut-être c'est un peu plus fort en allemand, effectivement, avec, ou bien un peu moins déterminé. Moins attendu, peut-être. Oui, parce que pour moi, c'est effectivement quelque chose qui m'a surpris. Par contre, en fait, si le texte arrêtait avec le dernier point d'interrogation, ça serait effectivement uniquement ce geste-là. Mais il y a quand même quelque chose encore qui reste et qui, en fait, rejoint quand même ce qu'on vient de dire par rapport aux personnages. C'est pas que la langue ne leur appartient pas, peut-être même les sentiments ne leur appartiennent pas, on ne sait pas. Il y a en fait un arrière-plan, donc il y a ces masques, en fait, qui sont les masques de leur parole, de leur langage. Puis derrière, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vraiment identifier. C'est ça ce qui, pour moi, reste un peu l'étrangeté, ces masques chinoises, d'une certaine manière. Oui, ça va aussi, justement, avec, dans ces petites scénettes. On a l'impression aussi que Walser se laisse influencer par des choses qu'il a vues en vitrine. Ça pourrait être très bien comme dans Porcelaine. Il voit des personnages... Cigogne et porc épique. Voilà, il voit des personnages, ces miniatures en porcelaine. On pourrait très bien imaginer que là aussi, il a vu dans une vitrine des miniatures chinoises. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est tellement transposé, qui n'a plus rien à voir avec une réalité, que c'est presque... de l'artificialité sur de l'artificiel, en fait. Ouais, je pense que sur cela, on pourrait peut-être s'arrêter juste pour ouvrir donc le débat et pour vos questions. On a essayé de faire un peu un tour, mais voilà, il y a certainement beaucoup de problèmes encore ou de questions. Merci beaucoup déjà pour vos interventions. Et, justement, je vais rebondir rapidement sur
l'intérêt pour Walser d'avoir choisi des figures chinoises. Parce que, il me semble que à l'époque, surtout à l'époque, le point de vue occidental sur les Chinois, c'était justement des châtiments corporels extrêmement durs et une image de la barbarie en fait. Et donc, est-ce que cette vision a pu peut-être, pourrait peut-être aller dans le sens d'un stéréotype sur la civilisation chinoise? Est-ce qu'il y a d'autres textes dans lesquels Walser se réfère aux Chinois? Non, je n'ai pas de souvenir. Et c'est effectivement vraiment... Bon, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est le cliché qui circule encore à l'époque et qui circule aussi dans la littérature. Je sais bien que, notamment dans la littérature allemande de la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de clichés sur les Chinois qui ont quand même comme arrière-plan, et ça c'est pas innocent, les premières aventures impérialistes de l'Allemagne en Chine. Donc là, il y a des romans du fameux Karl May qui se jouent en Chine et qui sont évidemment truffés de ce type de clichés. Donc il y a des stéréotypes culturels. Ce qui pour moi, bon, Walser n'y échappe pas, certainement, mais pour moi, il y a quand même un autre versant, c'est plutôt ce que je voulais dire par les masques. Donc en fait, une forme d'orientalisme qui n'a pas vraiment donc qui ne veut même pas exprimer un cliché, je dirais. C'est vraiment une forme, à la place d'écrire une Frau, il écrit la chinoise, donc die Chinesin. Mais c'est clair, on n'échappe pas à ce problème. Mais il me semble aussi que dans ce texte, le fait de passer par la Chine est une sorte de jeu quasiment avec des références très claires à certaines questions du théâtre occidental, Antigone d'un côté et Faust de l'autre, parce que je me suis vraiment interrogée sur la chinoise dont on nous dit qu'elle perd la raison et elle est sauvée, alors que manifestement dans la suite, elle n'est pas sauvée au sens où on lui aurait donné à manger. Enfin, ça paraît assez clair. Ouais. Et ça, c'est la fin du Faust 1, où Marguerite est exécutée, et il y a cette voix d'en haut dont on ne sait pas très bien qui c'est exactement, qui nous dit qu'elle est sauvée. Et ces références-là, elles me semblent en réalité extrêmement présentes, mais le fait de passer par la Chine, dire la chinoise, le chinois, ça décentre aussi un peu toute la lecture de ces monuments du théâtre européen, disons. Oui, on a vraiment, tu faisais allusion, on a l'impression aussi d'un enchaînement de citations presque, hein, dans ces discours, tellement stéréotypés. Des questions, des interventions par rapport à ça? On a vu trois textes de trois genres différents, et je me demandais si dans votre travail de traductrice, vous avez une façon différente d'aborder ces textes en les traduisant, comme je le disais un petit peu pour le théâtre, on pense à la scène, et est-ce que ça changeait Oui, c'est pas des textes qu'on voit dans leur isolement superbe, hein. Ils font quand même chaque fois partie d'un ensemble, les deux premiers textes. Le dernier, c'est différent parce que c'était pas du tout un ensemble construit par Walser lui-même, mais il y avait ce contexte d'une mise en scène. Donc il y a une réalité, si vous voulez, un peu contextuelle pour chaque traduction. On ne traduit pas dans le vide. Même si c'était juste pour une revue littéraire, ça serait encore un peu une autre façon peut-être d'aborder ces textes, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le texte sur les contes de Hoffmann, il est quand même pivot dans ce recueil très important de vie de poète qui porte au fond le parcours d'une carrière de poète fantasmée. Et là, le passage de la solitude et de la province à la capitale avec... le rapport à autrui qui devient beaucoup plus étroit et avec aussi après une déroute quand même importante. Donc voilà, tout ça c'est évidemment dans chacun de ces textes tout un contexte. Et puis le premier, voilà, le poème faisait partie quand même de ce recueil de 1909 dans lequel Walser avait regroupé un texte comme celui-là est un peu particulier, un peu isolé puisqu'il se réfère à une sorte de rêve d'engagement pour un monde meilleur. Parmi d'autres textes qui sont d'une façon beaucoup moins explicite,
dirigé vers ce qu'il appellerait la Sehnsucht. C'est un des thèmes centraux, ce désir qui est souvent dans ce recueil, sans objet explicite. Et là, on a un objet un peu plus explicite. Si vous voulez, ça s'inscrit quand même dans un contexte chaque fois. J'ai l'impression dans ce que vous dites qu'au fond, c'est moins la connaissance d'un genre littéraire qui est importante que la connaissance d'un auteur, parce que je suis en train de traduire, d'un auteur, de sa trajectoire, de toutes ses productions. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que c'est plutôt ça, vers ça que vous dites que si on connaît bien un auteur, même s'il a écrit d'un genre, on peut... Pour moi, c'est vraiment... Quand j'aborde un texte comme ça, c'est une question de prendre son souffle. Si j'ai un long texte à traduire, alors il faut que je prenne vraiment mon souffle très différemment, ou bien alors que je décide de faire 2 ou 3 respirations, puis je traduis d'assez longs passages pour avoir le rythme, si vous voulez, de croisière du texte. Tandis que sur des textes courts comme ceux de Walser, pour l'instant, j'ai traduit que des textes relativement courts de Walser, il faut chaque fois reprendre son souffle, donc c'est chaque fois un peu de l'ordre de la traduction d'un poème en fait. C'est vrai que voilà, chacun de ces textes, le premier jet, je le fais facilement en une journée. Tandis qu'un roman, il faut un peu s'organiser pour entrer dans le texte. C'est vraiment un vêtement qu'on doit mettre. Donc c'est vrai qu'on regarde dans sa garde-robe. C'est pas la confection. À propos du premier texte, vous avez dit que vous avez traduit il y a déjà quelques temps. Si vous deviez le retraduire, vous pensez que ça prendrait une forme peut-être un petit peu différente? Certainement. Et qu'est-ce qui détermine une meilleure connaissance de sa vie? Qu'est-ce qui peut... Ouais, non, peut-être... Bon, déjà parce que chaque fois que je relis mes textes, je ne peux pas vous dire comme c'est pénible pour moi. Je me dis, t'as produit ça, enfin, comment ça... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui reste très dynamique dans le rapport qu'on peut avoir à un texte. C'est comme vous relisez 20 ans après Dostoïevski, vous le lisez tout à fait différemment. Donc c'est un peu de cet ordre-là. Et je pense qu'il y a certaines choses peut-être que je ne me permettais pas, que je me permettrais aujourd'hui. Par exemple, voilà un peu de l'ordre de ces choses que tu disais sur les répétitions, alors dans le tout premier poème, là, il n'y avait pas trop de ça. Ou bien justement de fabriquer un mot composé, fabriquer un mot en français, peut-être j'oserais plus. Mais dans ce poème, peut-être j'essayerais, mais je ne sais pas du tout ce que ça donnerait, de travailler plus avec des assonances pour montrer cette espèce de rêve d'un lyrisme qui n'est plus possible, quelque part. Mais là, je ne sais pas si j'y arriverai, parce qu'il me semble que c'est vraiment presque un credo dans les traducteurs de poésie. Il y a ceux qui pensent que la poésie, c'est la rime, et moi, je ne fais pas partie de cela. Pour moi, la poésie déborde amplement de la rime, et elle se trouve dans plein d'autres caractéristiques d'un texte. Et là, disons, le plus petit dénominateur, c'est déjà le retour à la ligne. Vous voyez, donc à partir de là. Est-ce que c'est propre au texte de Walser ou est-ce que c'est un problème de traduction en général? Est-ce que le style Walser permet de multiples interprétations et un bon poème peut être toujours lu de diverses manières, ça je crois. C'est pas spécifique. Non. Non. Et puis, comme traducteur, on est obligé de faire des choix, justement parce qu'il y a une polysémie qui existe en allemand, qui n'a pas forcément son parallèle en français. Voilà, on a vu avec le mot Hals, qu'il fallait traduire peut-être par cependant que. On a un autre sens aussi de la musicalité. Enfin, c'est... Ouais. Mais c'est aussi en fait que finalement, comme toute interprétation, les traductions vieillissent dans le sens du terme, c'est-à-dire en fait ils prennent quand même, disons, l'atmosphère et le niveau de connaissance, mais aussi le niveau de leur langue, du temps présent, du langage littéraire courant, etc. Et donc, tu as déjà une si longue expérience avec Walser, évidemment, c'est comme on a
bien constaté avec ces différentes traductions de Kleist in Thun, il y a aussi une évolution du langage littéraire, il y a une évolution des pratiques de la traduction, il y a une évolution des normes de la traduction. Justement, si on ose maintenant en français peut-être un peu plus aller au-delà de ce qui est la norme littéraire, d'inventer des mots, de composer avec des mots, c'est peut-être aussi une évolution dans les usages. Et c'est clair, à long terme, on le constate évidemment. Donc l'histoire de la traduction nous montre en quelle mesure, en fait, ces normes-là, implicites ou explicites, ont quand même orienté les traductions. Mais c'est de mon côté, disons, du côté de la critique, de l'interprétation des textes, c'est tout autant. C'est pas ce texte-là, warum auch, donc à quoi bon, en fait, on l'aurait lu d'une manière complètement biographique. Bon, si on l'a lu, en fait, il n'y a pas de critique à ce propos, je n'en ai pas vu. On l'a toujours, on s'est référé quasiment à cet élément biographique que je vous ai esquissé, mais finalement de le prendre au sérieux comme, je me reprends encore comme une traduction d'une hésitation, déjà en allemand, donc une forme d'expression, et de le lire en fait en tant que texte, et de voir comment il essaye de forcer un peu la forme qu'il s'impose en même temps, cette dialectique entre la forme qu'il se donne et où il se laisse quand même aller au-delà. Cette dialectique-là, c'est ça ce qu'on pourrait maintenant dire dans ce texte, et en faisant plus ou moins abstraction du contenu direct et aussi disons, du fond biographique. Je pense que là aussi, on a quand même évolué. Donc Walser est beaucoup moins lu en fait directement donc sur ce fond biographique, même si nous avons plus de connaissances de sa biographie qu'il y a 30 ans. Mais on a aussi pu se détacher pour mettre en évidence la qualité littéraire ou bien l'effort littéraire qu'il fait ici. Je parlerai plutôt d'un effort littéraire qu'il fait ici. Je trouve que ce n'est pas complètement abouti ce texte, mais c'est justement ça ce qui est l'intérêt. On peut aussi se permettre justement de pouvoir parler avec vous, par exemple, de vous présenter un texte comme ça et pas, disons, les canoniques, les meilleurs des meilleurs. Ce n'est pas le meilleur poème de Walser, bien loin de là. Donc ça, c'est aussi une évolution qui s'est faite et qui nous permet de voir un peu autrement cet auteur, finalement, et de regarder dans sa forme et aussi dans cet effort de forme, de donner une forme. Bon. Question? Voilà. J'avais une question un peu plus précise sur le texte Hoffmann, parce que vous aviez dit justement que c'est un texte sur le silence, et le mot still revient 3, 4, 5 fois, je crois, au début. Et puis je trouvais assez intéressant qu'au milieu du texte, dans toute cette grandiloquence justement de la deuxième partie, on trouve le mot Mäuschenstill, qui est une expression très courante, en allemand, très lexicalisée. Mais je trouvais le décalage avec le registre intéressant et en même temps c'est très difficile à rendre en français parce que Mäuschenstill, on ne peut pas traduire silencieux comme souris. Mais est-ce que ça, en traduisant le texte, est-ce que c'est un mot qui vous a posé problème ou est-ce que vous avez ressenti un obstacle ou Il faut que je retrouve comment est-ce que je l'ai traduit, là. J'ai mis... Brusquement tout se tue. Ah oui. Plötzlich, j'ai accentué sur le... Brusquement. Ouais. Oui, je n'ai pas rendu ce côté un peu familier. Hein. Vous auriez aimé trouver un petit écho à cette expression plutôt familière. Je m'étais posé la question si justement il jouait ici entre d'abord la référence à la campagne, cette Stille, et puis on trouve Mäuschenstill en plein milieu de ce décor très théâtral, et ça m'a semblé un peu décalé, et je ne savais pas si c'était un jeu de la part de Walser, et si en français ça pose certainement problème, donc si c'était un sacrifice ou pas. Non, mais vous avez touché un point, je pense, assez intéressant parce que c'est un des points que Walser a changé par rapport à la première version. C'est étonnant.
dans la première version, il est beaucoup plus conventionnel. C'est une première version qui est apparue, comme je l'ai dit, en 1916 dans un journal allemand. Et là, il est dit, Musik und alle Reise sich so aller Herzen, aller Ohren und Augen auf die schönste Art bemächtigten, bald alles still wurde und dann wieder von neuem tönte. C'est assez conventionnel et le Mäuschenstill, il est introduit seulement pour cette nouvelle version qui fait partie du recueil, qui est d'ailleurs publié en Suisse, un éditeur suisse-allemand. Je ne sais pas si ça a une incidence, mais un peu cette familiarité qu'il introduit, et assez soudainement, effectivement, ça m'a aussi frappé, parce que c'est un registre qui n'est pas très solennel, hein, parce qu'autrement, il prend quand même un envol comme ça, assez, disons, ouais, grand et magnifique comme ça. Mais il y a aussi le Kämmerchen, n'est-ce pas? Cette chambrette-là, qui quand même, qui ne fait pas forcément, qui ne fait pas partie de, disons, de ce grand, de registre du tout grand. Tout à coup, il veut de nouveau réduire un peu la voilure de ses propres propos. Et ça, das Kämmerchen et das Mäuschen still, c'est étonnant, mais peut-être aussi salutaire dans le sens où autrement il aurait pris trop de pathos, alors il évacue un peu. Oui, pour moi, il y a comme une sorte, peut-être aussi avec ce Mäuschenstill, c'est une expression suisse, aussi, plutôt helvétique, c'est un helvétique. Oui, je l'associe comme tel, oui. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est allemand d'Allemagne. C'est courant, oui, ça c'est courant. Mais pour moi, c'est comme si c'était peut-être la dimension du souvenir. Il est là dans sa petite chambre et il est là dans ce type d'intimité au moment où il se souvient. Enfin, c'est comme si ça s'inscrivait dans ce souvenir grandiose, le moment du souvenir lui-même. Mais il y a effectivement une expression bernoise qui fait la surenchère, en fait, Mux Müsli still, Mux Müsli still. Donc c'est vraiment à peu près, enfin, donc ça résonne un peu dans mon oreille viennoise, pour ainsi dire. D'autres points? Concernant les différents types de textes et la manière de travailler la traduction, est-ce que tu passes par un travail oral pour certains types de textes? Est-ce que tu lis ces traductions ou les textes de Balzac? Est-ce qu'il y a une différence dans la manière, dans le rapport à la musicalité et aussi à la mise en espace du texte, à la sonorité dans l'espace J'aime beaucoup quand j'ai le temps, si je ne suis pas acculée à devoir rendre mon texte vraiment très très rapidement. Après, prendre un petit peu de distance par rapport au travail vraiment d'immersion dans le texte lui-même. Et là, on entend mieux le texte quand on le lit à haute voix, avec cette petite distance par rapport à l'original, si on veut, qui nous permet de vraiment encore donner cette dimension sonore d'une façon plus juste, je trouve. Mais c'est vrai que c'est une étape importante. Ouais. L'oralité. Pour les textes de Balzac en particulier ou en général? En général, oui. Il me semble même, quand je traduis un essai ou un texte de contenu plus philosophique, disons, si vous rédigez quelque chose en français, vous avez quand même dans l'oreille, quelque part la sonorité de la phrase. Oui, il y a une certaine harmonie du texte qu'on veut produire dans quelque genre littéraire que ce soit. Mais ça rejoint un peu ce qu'on a décelé un tout petit peu la dernière fois avec Leistung et cette oralité. Et puis, vous vous rappelez de vos variantes, en fait, meinetwegen, etc. Et là, disons, on en a parlé donc à ce moment-là, donc de cette, pour moi, cette dimension foncièrement orale aussi, d'une certaine manière, de la traduction littéraire. Qu'elle est autrement dit, d'une certaine manière. Donc, qu'elle doit dire le texte, qu'elle doit l'exprimer. Donc, ça veut dire aussi, évidemment, le texte source le fait aussi, évidemment, mais elle le fait
de sa manière. C'est pourquoi voilà, on a souvent aussi parlé un peu tu parlais du vêtement, mais on se met aussi dans un rôle, on donne la voix à quelque chose. Donc il y a cette dimension un peu théâtrale, disons foncière, dans toute traduction qui dit le texte autrement. Oui. Pour moi, c'est un peu presque un credo comme ça qui s'exprime aussi à travers des traductions que tu donnes ou que donnent d'autres, que vous avez données par exemple, n'est-ce pas? Donc l'idée, disons, ça apparaissait à peu près dans 3/4 des traductions que vous avez données de ce passage-là. Donc vous avez aussi redit ce texte, vous l'avez dit d'une autre manière. C'est clair, mais pour moi, et ça c'est peut-être pour revenir un peu à à ce que j'ai aussi un peu découvert dans les textes de Walser, c'est quand même une forme d'oralité. On parlait de la gestuelle au-dessus du texte. On parlait la dernière fois aussi des points d'interrogation, voire des points d'exclamation que les traducteurs ont des fois ajoutés encore. C'est en fait quelque chose qui est inhérent à cet auteur, et particulier peut-être aussi à certains de ses textes. Je me souviens d'avoir eu des longues discussions avec Jean Launay, qui a traduit Les Enfants Tanner, mais aussi le dernier roman, donc le dernier roman qui est un roman des microgrammes de la même période que ce chinois, cette chinoise de 1925, Le Brigand, le texte qui est publié sous le titre Le Brigand, titre que Walser ne lui a pas donné en tant que tel. Et Launay en a fait une traduction que je trouvais très théâtrale du premier abord, mais Launay était un homme du théâtre, il a été metteur en scène et tout, et il a vraiment dégagé toute une force théâtrale de ce texte qui, par la suite, a pu être, donc c'est une prose, mais ça a pu être mis en scène tel quel en français, même peut-être plus qu'en la version allemande, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments théâtraux que Launay a, je ne veux pas dire ajouté, en fait, il a décelé, il a dégagé, donc ça, il a réveillé dans le texte quelque chose qui est fondamentalement théâtral. Et c'est clair que ça rejoint quand même quelque chose qui est aussi à l'origine de ce texte Le Brigand, parce que le texte part d'un dessin que Karl Walser a fait du très jeune Robert, et puis Robert déguisé en brigand. Vous connaissez probablement cette aquarelle assez célèbre, devenue célèbre, qui est un peu le point de départ de ce brigand, et ça se réfère au brigand de Schiller. Donc, pour dire que tout part du théâtre et que se transforme dans différents médias, le dessin, puis le texte, et puis une nouvelle théâtralité qui est retrouvée à la fin de la chaîne par le traducteur, et qui est remis en scène par la suite dans des mises en scène qu'on a fait de ce texte, donc pour un texte en prose qui monte sur scène par la suite. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, ce que je considère comme, pour moi, la valeur ajoutée d'une traduction, qu'elle dégage justement ces dimensions-là. Vous avez... J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à traduire les microgrammes qui sont restés en tant que microgrammes? Est-ce que dans ceux qui n'ont pas été retranscrits par Robert Walser comportent des mots qui sont très difficiles à déchiffrer, où on peut avoir... Oui, parce qu'il y a des incertitudes sur la lecture de certains mots. Là, je crois que dans ce texte, il y en a relativement peu. Il y a peut-être des tout petits détails, mais parfois, ça peut être très ennuyeux parce que c'est vraiment un adjectif qui peut vouloir dire 2 ou 3 choses tout à fait différentes. Donc, un travail de traduction encore plus intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme traducteur? Moi, je me base sur l'édition des microgrammes. Je ne vais pas retourner essayer de les déchiffrer, ce n'est pas possible. Donc, ça m'est arrivé de traduire des poèmes, par exemple des microgrammes, en donnant en note, comme le fait l'édition allemande, les 2 autres variantes. Mais c'est clair que si on cherche à donner un rythme au texte en question, c'est très bizarre d'avoir une note avec des variantes, quoi. Je peux illustrer ça d'une manière très concrète, parce qu'on a
Donc le mot dont on parlait, die Unerweichtheit. Ich kann bei einer anderen Gelegenheit Unerweichtheit zeigen. Donc ça c'est le narrateur qui le dit là, troisième, donc dans le dernier paragraphe. Et cette Unerweichtheit, je vous ai dit, c'est un mot qui n'existe pas en allemand en tant que tel, était signalé dans la première édition des microgrammes, celle qui est donc l'édition encore de référence, qui était donc la transcription par Nadège Werner-Moorlang. Là, il était signalé que c'était un problème de lecture et que c'était peut-être pas Unerweichtheit, mais Verruchtheit. Verruchtheit. Verrucht, donc c'est aussi un, disons... Dépravation presque. Peut-être, oui, quelque chose comme ça. Oui, mais aussi Verruchtheit, c'est encore évidemment quelque chose d'abstrait. On a une nouvelle version, donc en fait une nouvelle édition qui est en cours des microgrammes, qui est en cours de travail. C'est un immense chantier parce que pour la première fois, donc maintenant sont transcrits tous les feuillets tels quels. Et là, donc le volume en question a paru, donc le chinois, la chinoise, et là, ils sont sûrs de leur courage au moins. Donc là, il n'y a plus de doute apparemment. Donc c'est une nouvelle équipe qui fait ce travail énorme. Et là, ils sont sûrs, ils n'ont plus signalé Unerweichtheit comme étant problématique. Donc on veut y croire maintenant que c'est Unerweichtheit. Mais vous voyez bien qu'on se trouve effectivement sur du fond à ces mouvements. Et le problème est encore beaucoup plus grave et plus difficile quand il s'agit de poèmes. Et Walser a fait beaucoup de poèmes en microgrammes. Et là, c'est clair, il y a beaucoup plus de choses qui sont encore plus inattendues qui se passent, donc qui ne sont pas forcément décryptables dans une logique langagière quotidienne avec des phrases complètes et autres. Donc là, il était aussi beaucoup plus expérimental. Et là, effectivement, il n'y a souvent pas de certitude, dernière certitude sur le déchiffrement. D'ailleurs, là, ça, c'est des microgrammes de la première période, disons, où il écrivait encore dans une écriture qui était au 1 millimètre et sur un papier qui était assez stable et ferme, avec un crayon bien aiguisé. Donc, si on a la transcription, je peux même me faire illusion de pouvoir suivre et de pouvoir lire, moi. Mais dans les dernières phases de son écriture, il a écrit sur des supports moins stables et avec une écriture encore plus petite, et ça devient extrêmement difficile à lire. Donc ça, ils sont leur aventure. Donc ils sont au 3e volume de 12, n'a que commencé. Ils vont arriver dans des problèmes de lecture encore plus importants. Donc toute une aventure encore, et c'est effectivement un des premiers décrypteurs. Donc Werner-Moorlang a dit qu'il se considérait aussi un peu comme un traducteur d'un texte source inconnu. Il y a en fait Isabelle qui se manifeste, heureusement, Isabelle. Ça marche le micro? Oui, on t'entend. Voilà. Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, je voulais vous dire un grand... Hop, maintenant tout est tombé. Oh, Elle nous a quittés. c'est en fait la batterie qui a lâché. Je voulais juste dire, les 12 volumes des microgrammes, c'est parce que les 6 volumes qui existent actuellement ne comprennent que les textes qui étaient complètement inédits. Et la moitié des textes des microgrammes étaient déjà connus sous une autre forme. Donc maintenant, ces textes qui n'avaient jamais été déchiffrés sont déchiffrés, d'où 12 volumes. C'est vraiment... c'est l'œuvre d'une vie de plusieurs chercheurs, en fait. Des recherches de 20 ans. Oui, donc la première édition, ça a pris 20 ans. Et puis la nouvelle, bon, c'est une autre équipe et ils ont d'autres moyens. Donc ça va, je sais pas, ça a commencé il y a 7 ans, 8 ans, et puis on est au volume 3. Bon, j'espère pouvoir vivre encore la fin. Est-ce que l'aspect composition dans la page a une importance des microgrammes, l'aspect dessiné? Enfin, Mais justement, c'est ça qui est la grande question. Oui. Savoir si... Ah, mais maintenant, Isabelle revient. Je vais répondre. Alors, Mathieu, micro. Isabelle, micro.
connexion. C'est la connexion qui va revenir. Alors, Isabelle, tu nous entends? Non? Je pense qu'il cherche encore le réseau. Là. Ah, Ça va venir. mais oui. Donc, il faut répondre encore à cette question. Il y a, bon, j'aurais voulu vous montrer, mais c'était un peu compliqué de le faire. Donc, il y a effectivement la disposition de ces différents textes sur un feuillet peut des fois révéler des choses. Bon, là, par exemple, on voit bien que c'est une scène dialoguée, ça, on voit d'emblée, donc c'est graphique. Mais ce qui m'a toujours fasciné dans ces dispositions, donc des fois il écrit en colonne, des fois à travers, des fois, donc ça ressemble des fois à vraiment des pages de journal. Ce qui est étonnant à voir de loin, c'est comme si on avait affaire à un journal privé, très privé d'ailleurs. Donc, personne il n'en a parlé à personne de l'existence de ces microgrammes sous cette forme, au moins de l'écriture miniature. C'était un secret qu'il a gardé pour lui, c'est un secret, disons, professionnel et très utile pour lui d'avoir ça en arrière-boutique, pour ainsi dire, avant de présenter quand même ces textes dans l'espace public. Mais je ne crois pas qu'il concevait ça comme une œuvre totale, qu'une page de microgramme était conçue d'une façon préméditée, etc. Mais il me semble me rappeler, pour avoir vu certains de ces feuillets, qu'il y en a par exemple très nettement qui concernent la saison de la neige, Noël. Et c'est plutôt un peu une trace chronologique comme ça, de textes élaborés pendant un hiver. Mais c'est plutôt parce qu'il travaillait sur un feuillet à cette saison-là. Oui, mais il y a aussi des textes qu'il a écrits vraiment sur d'autres textes, donc sur des supports où il y avait déjà du texte. Et je pense que c'est ça ce que tu as en tête, n'est-ce pas? Oui, notamment en double sens. Et donc, il y en a un qui est connu où il écrit sur une lettre qui lui a été adressée d'un éditeur. Ah oui. Et donc, c'est très, 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 très beau. Moi, je suis très sensible à ça, évidemment. Mais, et est-ce que ça peut avoir un sens supplémentaire ou pas? Je ne sais pas. Absolument, hein, parce que là, par exemple, c'est vraiment une réponse à un éditeur, donc Corodi, avec lequel il avait une relation très problématique. Et en fait, il y a même des lettres, préimprimées d'éditeurs, donc d'éditeurs de journaux, qui lui répondent comme quoi ils ne pouvaient pas accepter tel et tel texte, et il les retourne et il se relance. C'est vraiment, il inscrit donc son écriture en fait dans ce commerce dont il est le sujet mais l'objet en même temps. Et ça, c'est vraiment une forme d'écriture donc, qui répond d'une certaine manière à un autre discours, et un discours de l'imprimé et de l'impression. Donc ça, pour te dire, effectivement, là, ce sont peut-être les feuilles les plus fortes d'une certaine manière. Mais il y a Isabelle maintenant, et on t'a quand même, non? Oui? Oui. Est-ce que ça s'est coupé? En fait, je ne sais pas quand exactement ça s'est coupé. Jusqu'à quand On n'a pas entendu ta question du tout. On n'a pas eu ta question. On n'a pas eu ta question du tout. C'était coupé avant. D'accord. Ah oui, d'accord. Et là, est-ce que vous m'entendez là? Maintenant, ça va. Ah bon, d'accord. Donc, je peux tout répéter en fait. Vous avez bien. Désolée. Malheureusement, oui. Bon, alors, en fait, ce que j'ai essayé de dire, c'est que j'avais été très frappée par, disons, la place, comment dire, un peu particulière de l'oralité dans son rapport aux traductions que vous avez présentées. Et il m'a semblé, et j'essayais en fait de dire qu'il m'a semblé qu'on pouvait imaginer en fait une mise en scène des traductions qui ne soit pas une mise en scène vraiment théâtrale, avec une scène, avec voilà, quelque chose de très séparé, et quelque chose de plus intime en fait, comme ce que vous avez fait là, c'est-à-dire quelque chose qui soit un peu comme un dispositif de chambre en fait, comme on parle de musique de chambre, où on est en petit groupe, où on est dans un petit cercle. Et là, il m'a semblé que votre dialogue, en fait, avec les deux langues aussi, ça donnait vraiment envie d'entendre les traductions plutôt que de les lire. Et je me demandais en fait si, dans les usages qui étaient ceux de Walser lui-même,
il aimait aussi lire ses textes à des amis ou les faire circuler dans des petits groupes comme ça, un peu comme on dit que Schubert faisait entendre ses œuvres à ses amis. Est-ce qu'il y a aussi une pratique de la lecture de chambre chez lui, ou alors est-ce que c'est simplement un bel effet qu'on a vu aujourd'hui grâce à vous, avec aussi des textes qui ont été tellement bien choisis que c'était vraiment un immense plaisir. Donc voilà, c'était ça ma question. Il existe un texte de Walser qui s'appelle « Pièce en chambre », comme il existerait « Pièce en concert », etc. Et là, il est vraiment tout seul et il cherche son sujet sous son lit parce qu'il n'a plus rien à dire, il a l'impression d'avoir épuisé toute son inspiration. Alors il se jette à plat ventre sous son lit pour essayer de voir s'il y aurait peut-être un sujet. Et finalement, il finit par découvrir un vieux parapluie accroché à un clou. Et je crois que cette grande solitude de Walser, elle est là quand même, c'est qu'il avait peu d'amis auxquels il serait allé lire ses textes. Il ne faisait pas partie même ni à Berne, ni à Berlin, d'un endroit où on le lisait à haute voix d'une façon aussi commune. Mais c'est arrivé qu'il lise quand même. Oui, bon, il y a certaines anecdotes par rapport à ses propres lectures, mais je pense que ta question est quand même pertinente dans le sens où, à l'époque, il était quand même lu. Et il était aussi lu à haute voix, et nous connaissons maintenant un peu plus à ce propos. Donc, il y avait un fameux acteur qui faisait des tournées de lecture, Ludwig Hart, qui lisait donc des soirées de lecture, et maintenant nous avons pu constituer gentiment des traces de ces lectures où Ludwig Hart lisait aussi du Walser à côté de Kafka et de Rilke, etc. Donc c'est dans cette ligue-là que jouait Walser, et il était lu à Berlin dans des soirées, donc, et on en fait état un peu des fois dans des petites notices de journal, donc il n'était pas complètement inconnu, et en plus justement que ces textes se prêtaient à la lecture. Il y a ces fameuses anecdotes par rapport à Kafka qui s'est vraiment beaucoup amusé à lire à haute voix du Walser à Max Brod, et qui a aussi beaucoup dégusté, qui a apparemment beaucoup ri à propos de l'ironie de Walser. Donc tout pour dire, ça se prête, et tu as complètement raison. Et encore, il y a encore le média de la radio qui apparaît dans la même période. Walser a eu des contacts avec les gens de radio, et ce qui est aussi assez troublant finalement, le fameux essai de Walter Benjamin, toujours cité, sur Walser. On sait maintenant que c'est très probablement en fait le prologue que Benjamin voulait donner à une lecture à la radio à Francfort d'un texte de Walser lui-même. Benjamin, qui collaborait librement avec cette radio à Francfort, aurait alors invité Walser à faire des lectures, parce qu'une telle lecture était annoncée pour l'été 1929, et probablement le texte de Benjamin devait servir de prologue à cette lecture. Et si on lit ce texte de Benjamin, il s'explique un peu de cette manière, mais malheureusement, Walser était empêché d'être présent. C'était effectivement le moment où il était déjà interné à la Waldau, donc Benjamin ne le savait évidemment pas. Mais tout pour dire, Walser avait aussi fait un texte sur la radio, et donc il avait des contacts aussi, il était approché par des hommes de la radio alémanique. Donc ça, c'est aussi un élément. Et encore pour le dernier élément, là, Kammermusik, donc pièce en chambre d'une part, Zimmerstück, mais Kammermusik était le titre que Walser voulait donner à un recueil de prose, donc un recueil comme Poetenleben, qui malheureusement n'a pas pu se réaliser, il n'a pas trouvé d'éditeur, mais Kammermusik, c'est effectivement tout à fait, je pense que c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser pour ce qu'il fait jouer là, dans ces différents toits, et donc dans cette constellation minimale qu'est c'est pas ce chinois, la chinoise, en fait, c'est vraiment une constellation minimale à deux instruments comme ça qu'il fait bien agir avec et contre un ensemble. Donc voilà pour la polyphonie dont on parlait la dernière fois. Je pense qu'il y a effectivement un fond tout à fait pertinent là-dedans.